Bienvenue sur Loup-Garou France. On est reparti. Un témoignage qui s'ajoute à une succession de témoignages. Alors, c'est pas belle la vie? Ben bien sûr qu'elle est belle la vie. Si vous-même vous pensez avoir été témoin d'un loup-garou ou de quelque chose qui s'y apparente, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail sur le site officiel. Le site officiel qui est loup-garoufrance.fr. Vous avez des infos, vous avez des articles, vous avez toutes les vidéos, vous avez la newsletter, vous avez le lien direct vers mon livre, Loup-garou, la vérité, qui vous permettra d'en savoir encore plus sur ce phénomène extraordinaire, tellement méconnu, mais que je m'attelle à faire connaître depuis de nombreuses années. Alors, allez, pouvez-vous le commander. Voilà. On attaque avec un témoignage. C'est parti. Il n'est pas témoin oculaire, mais témoin très crédible quand même. Oui, allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-garou France. Bonjour Morgane. Merci beaucoup d'accepter de témoigner. Alors, comme je le disais à la caméra, tu n'es pas témoin oculaire, mais tu rapportes un témoignage de quelqu'un de ta famille. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, témoin oculaire, je suis sur une seule partie parce que j'ai vu quelque chose, mais après c'est plus des événements qui sont passés en 1986-87 Oui. sur la commune de Montauban-de-Bretagne, donc dans le lieu-dit le Petit Coudray. Et donc, comme je t'expliquais, c'est des événements qui se sont passés, qui m'ont été rapportés, rafraîchis dans la mémoire par mon père et par ma mère aussi au passage, et on en parlait justement, et justement j'ai dit mais c'est bizarre, ces allusions, ces choses qu'on me rappelle, font attrait à un phénomène de loup-garou. Eh oui, parce que à force de voir des vidéos sur Loup-garou France, ça t'a remémoré cette histoire, quoi. Exactement. Donc, et comment ça a commencé toute cette histoire-là, c'est que j'en parlais à mon père comme ça, je dis tiens, tu te rappelles quand on était petit, et c'est justement cette histoire avant de commencer le sujet et l'histoire, c'est ce témoignage de ce monsieur qui a raconté que quand il allait dans la ferme de son oncle, il y a eu un chien qui a disparu, que le bonhomme est encore revenu. Et nous, en fait, c'est pas la même histoire parce qu'il y avait, nous, on habitait à l'époque, je t'ai envoyé les photos, donc on habitait dans un corps de ferme, et le corps de ferme était en L, en forme de L. Et donc nous, on était dans la plus petite partie du L, en fait. Si on prend la lettre L, on voit bien que le pied de la lettre L est plus petit, on était dans cette partie-là. Et donc de l'autre côté, il y avait une grange, où dedans, dans la grange, il y avait en haut donc des silos de grenier, avec du blé, certains céréales, mais en bas, il y avait des poules, des canards, des veaux, il y avait pas mal de bétail, en fait, d'animaux, dont un chien qui a disparu, aussi. Donc voilà. D'accord. Alors, comment les choses ont commencé? Alors, toi, tu étais vraiment tout petit. Quand je dis que tu n'étais pas témoin oculaire, effectivement, oui, il y a une petite partie où tu as été témoin tout de même, mais il y a eu des événements avant que tu sois témoin de ce que tu as vu. Alors, tout à fait. En fait, toutes les 2-3 nuits, même des fois c'était toutes les nuits, en fait, donc nous on habitait dans le L de la ferme, mais au-dessus de nous, si tu veux, l'étage au-dessus, c'était un lieu de stockage. Donc il y avait du blé, comme les fermes de l'époque. Moi j'avais 6-7 ans, donc j'étais tout petit, mais là on entendait toujours quelque chose marcher au-dessus, et puis donc mon père était agacé de ça, et justement a contacté donc le propriétaire qui habitait à une cinquantaine de mètres de là où on habitait, qui était bien sûr un agriculteur et aussi éleveur, et lui en a parlé, donc une nuit ça s'est reproduit encore, là mon père en a eu marre, c'était vers 2h, 3h du matin, il en a eu marre, nous-mêmes on était effrayés en tant qu'enfants parce qu'on savait pas ce qui se passait, et donc le voisin dit oui, dans la région il y a des bêtes qui ont disparu, apparemment ça serait un éleveur dans le coin qui vole les animaux. Bon, c'était un peu gros en fait, c'était un peu gros l'histoire en elle-même, et donc mon père a laissé tomber, sauf que ça s'est encore
reproduit 2-3 fois comme ça. Mon père laissait tomber, il dit bon, si c'est un voisin qui vient voler, il faut qu'on tombe dessus pour l'avoir. Bah oui. Sauf qu'une nuit, donc comme je te disais, mon père avait une race de chien loup qui s'appelait le Groendal. Et en fait, cette chienne s'appelait Fifi. Et Fifi, elle aboie pour rien en fait. Elle aboie pour rien. Sauf qu'à chaque fois qu'il y avait ces phénomènes, elle aboie pas. Donc mon père trouvait ça bizarre parce que lui il connaissait bien sa chienne. Et en plus c'était une chienne qui avait été formée par... il avait récupéré à la gendarmerie, tu sais, la brigade cénophile. Mhm. Il a donc une chienne qui était formée justement à la défense et à la sécurisation des sites. Ouais. Et justement il comprenait jamais compris ça. Et donc du fait, il est encore reparti voir le gardien, le voisin, le gardien, le lapsus, le voisin, donc le propriétaire. Ouais. Il dit écoute, le produit, viens le voir. Là, il y a quelque chose qui se passe en haut. Donc le propriétaire fâché, il prend sa carabine, et puis là, à l'époque, on allume la lumière à chaque fois mon père allumait la lumière dans la cour, mais dans la cour, ça c'était à l'époque les lampes à incandescence de 50 watts qui éclairent que dalle. Et il avait sa lampe torche, ce qu'on appelle la pile de 6 volts. Donc il éclaire, on voyait pas grand chose en fait, on voyait pas grand chose. Et donc là, le propriétaire est arrivé avec la carabine, il rentre dans la grange, et bizarrement, à chaque fois, le même processus. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les deux portes de la grange entrouvertes, mais de peut-être de 40 à 50 cm maximum. Elle n'était pas ouverte, elle n'était pas cadenassée? Alors elle était fermée, c'est ce qu'on appelle une barre à pivot. En fait, c'était une grosse barre en métal. En fait, il n'y a qu'un homme qui peut soulever ça. Il n'y a pas un animal ne peut pas le soulever. Donc il fallait vraiment soulever cette barre à pivot qui est, en fait, c'est une grande barre en métal qui est fixée d'un côté, et en fait elle est pivotante de haut en bas. Et alors, d'un côté, t'as un gros... D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait du coup exactement dans cette grange? Alors il y avait des poules, il y avait des canards, il y avait des veaux, parce que tu sais très bien qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, les agriculteurs et les éleveurs, quand ils voulaient avoir des vaches qui font du lait, et encore aujourd'hui bien sûr, mais c'est différent. Et donc ils gardaient les taurins pour les élever, pour soit en faire des pipaches, des genisses, ou soit faire de la viande, ni plus ni moins. Et donc dans cette ferme, dans cette grange-là, il y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y avait de la volaille en fait. Et qu'on comprenne bien, ce lieu-là était à l'étage, donc au-dessus de vous, c'est ça? Non, ça c'était au rez-de-chaussée. Ah, ça c'est Les oui. bêtes, elles étaient au rez-de-chaussée. Ouais. Et à l'étage, Oui. c'était tout était de la céréale, donc du blé, du maïs, et justement, on comprenait pas pourquoi en fait, et encore aujourd'hui, on n'a encore pas cette explication. Pourquoi est-ce que cette manifestation, cette chose-là se passait tout le temps à marcher à l'étage, et toujours, comme je disais, le même processus. C'est-à-dire en fait cette chose utilisée, ce qui se passait, ce phénomène, c'était toujours le même processus. Donc la porte de la grange entrouverte, c'est-à-dire 40 à 45 cm, la barre à pivot levée. Et il y avait toujours et en haut il y avait une porte, toujours la porte qui montait en haut de l'escalier, parce que tu sais, c'était vu l'escalier en bois pour monter dans les granges, pour descendre les sacs de grains ou quoi que ce soit. Oui. Et on comprenait pas. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il y avait un lieu de stockage de paille qui était un peu en haut, donc moi je sais que j'en ai déduit personnellement que peut-être que cette bête allait dormir là-haut, se reposer là-haut, peut-être pour avoir chaud, ou je ne sais pas. Vous entendez pas de bruit de respiration, de grognement, rien du tout? Alors, on pouvait pas l'entendre. Moi, je pouvais pas l'entendre parce qu'on était en dessous, on n'entendait pas ça. On n'entendait que les bruits de pas. Mais les pas qui étaient un peu lourds. Tu vois, c'était des pas un peu lourds, c'est-à-dire des pas de quelque chose qui était quand même assez imposant. Et alors à ce moment-là, ton père n'avait pas idée d'aller voir directement? Bah, en fait, mon père n'avait pas l'autorisation de rentrer dans la grange parce que le propriétaire lui avait refusé. Et moi, je sais que mon père, n'étant pas un poltron, il serait allé avec un couteau ou quelque chose comme ça, ou il l'aurait attrapé. Donc, par ce fait, il n'avait pas le droit. Mais ce qu'a fait mon père, il a dit, moi j'en ai marre, le propriétaire ne veut pas bouger. Donc, comme mon grand-père était un ancien braconnier, lui, il avait récupéré ce qu'on appelle des pièges à loups. Et il mettait ça dans les forêts pour attraper tout ce qui est les biches, les chevreuils et les sangliers. Et donc, mon père les a récupérés, je me rappelle, il avait mis 2-3 pièges devant la porte de la grange, là où passait la bête, là où passait la personne, donc ce phénomène. Et bizarrement, le lendemain, la porte ouverte, mais les pièges
Il y en avait combien? Il y avait combien de pièges? 2, 3. Ils étaient cachés ou en évidence? En évidence. Ouais. En évidence parce qu'on pouvait pas, en fait c'est une cour gravillonnée, donc tu peux pas les cacher en fait, c'est ça. Bah ouais, parce que là il laisse en plus toutes les odeurs, tout ça, enfin il y a généralement un piège à loup, ça se cache, ça se camoufle, il y a une histoire d'odeur qu'il faut camoufler aussi. Donc ouais, ceci explique cela. Mais je pars du principe que je me mets à la place de ton père. J'entends du bruit à l'étage. Ce n'est pas chez moi, et je sais que il y a personne qui vient à part le proprio, mais le proprio vient pas en pleine nuit. Là automatiquement, moi j'appelle soit le proprio ou voire même j'appelle la gendarmerie. Alors justement, la gendarmerie, donc mon père en a eu ras-le-bol, il a appelé la gendarmerie. Donc tu sais très bien qu'à l'époque, la gendarmerie, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, la gendarmerie, le temps que les gars ils se réveillent, qu'ils s'habillent, et puis c'était la ville, elle est à 1 km de là. 1 km, 1 km 5, la caserne elle était. Donc la caserne de gendarmerie, la gendarmerie. Et donc ils sont venus, ils ont fait une enquête. Le fait des poux qui ont disparu, il y avait un chien, un caniche qui était là, un petit caniche noir qui s'appelait Snoopy qui a disparu. Il y a eu un petit chien aussi, un teckel, le saucisson à quatre pattes, j'aime à dire, qui a disparu aussi. Il y a eu des veaux qui ont disparu. Il y a pas mal de choses. Ils étaient à qui ces chiens? Ils étaient à qui ces chiens? Le caniche, il nous appartenait à nous. Il appartenait à nous, mais mon père mettait toujours les chiens dehors à dormir. Il voulait pas que ça soit dans la maison parce qu'il dit que ça sent mauvais. Voilà, ça c'était mon père. Donc vous aviez 2 chiens, c'est ça? Voilà, et puis il y a le chien il y avait un petit teckel qui était là tout le temps à l'intérieur. Lui, c'était plus la sirène d'alarme qu'autre chose parce qu'il faisait que de gueuler. Donc dès qu'il y avait du bruit, il faisait que de gueuler. Mais bizarrement, c'est le caniche qui qui a disparu et on ne sait pas où il est, le teckel, mais le chien loup, bizarrement, la Fifi, cette chienne Gwendal, bizarrement, elle n'a jamais été enlevée ni quoi que ce soit, mais à chaque fois qu'il y avait ces phénomènes, elle ne la voyait pas. Et du coup ça faisait 3 chiens, pas un seul en tout. 3 chiens, tout à fait. 3 chiens, c'est les 2 petits qui ont disparu en fait. Voilà. D'accord, le petit aussi, enfin le teckel a disparu. Voilà, donc les 2 petits chiens en fait. Nous, on avait 2 chiens à nous, dont un chien qui appartenait au propriétaire, qui était avec une chaîne attachée à l'entrée de la grange, juste pour avertir. En fait, il gueulait, quoi. C'était juste une sirène d'alarme, quoi. Et ce teckel, là, je me rappelle qu'il a disparu pendant on venait d'arriver, il a disparu peut-être une semaine ou 2 après, et puis même le propriétaire a même engueulé mon père sur le coup, mais pourquoi tu l'as détaché? J'ai dit non, je l'ai pas détaché, j'ai rien fait de ça. Mais en tout cas, la gendarmerie était venue, ils ont déduit que oui, il y avait des vols de volailles, d'animaux et des chiens dans la région. C'était pas spécialement que sur la commune, c'était vraiment sur la commune de Montauban-de-Bretagne qu'il y a eu ces phénomènes. Là, on est en quelle période de l'année? On est en quelle période? C'était en 80... Oui. 87. 86-87. Donc j'avais 7 ans. Oui, ça correspond quand même à une époque, effectivement, encore différente de celle d'aujourd'hui. En plus. Oui, où il y avait encore des forêts, il y avait encore des forêts, il y avait encore des mares, il y avait encore des chênes, il y avait encore de la végétation. Et c'est vrai que encore c'est resté un peu comme ça quand je regardais les photos satellites aujourd'hui. Donc, oui, encore, je veux dire, tout n'est pas empiété par la civilisation. Il y a encore plein de chemins de campagne, de forêts un peu partout en France et ailleurs. Ça reste la Bretagne. Ça reste la Bretagne. Et du coup, donc les animaux donc qui disparaissaient là, ça commençait à devenir sérieusement inquiétant parce qu'en plus un homme qui fait ça, faut y aller quand même pour enlever les bovins, tout ça. Il y a eu une enquête qui a été menée justement par la gendarmerie sur différentes fermes pour ça, parce que tu sais très bien qu'à l'époque on mettait je sais pas s'ils le font encore les éleveurs, mais ils mettaient des espèces d'étiquettes sur les oreilles des veaux pour dire celui-là il est né à telle époque et pour la traçabilité. Et justement ils ont fait des enquêtes sur les différentes fermes et élevages autour et ils n'ont rien retrouvé. Sauf qu'il y a eu un événement majeur qui a mis un terme à toute cette histoire, je dirais, de loup-garou et de disparition
disparitions d'animaux dans cette région-là, c'est la ferme justement. En face de ce corps de ferme où j'habitais, il y avait une ferme donc avec une étable, un lieu de stockage énorme de roulbalaires. Donc les roulbalaires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gros rouleaux de paille que l'on peut voir dans les champs, mais ça il y en avait peut-être 2-3 000, donc c'était un énorme lieu de stockage, excuse-moi, qui était là, et parce que c'était une garrigue, en fait, ça appartenait à plusieurs fermes. Donc ils stockaient ici parce que c'était un très grand entrepôt, et il s'est avéré un jour il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie dans cette ferme-là. On va dire que les 3/4 de la ferme ont brûlé. Là, pour les photos que je t'ai envoyées, satellites, tout ça, c'est ce qui reste en fait. Et donc les pompiers sont venus, ils ont éteint tout ça, et bizarrement les bruits ont disparu. Tous ces phénomènes qu'on pourrait attribuer au loup-garou ont disparu. Donc il n'y avait plus rien du tout, sauf que quand il y a eu l'enquête d'incendie, donc les experts sont arrivés, la gendarmerie aussi avec leur service spécifique, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui ont relevé, savoir si c'était un incendie criminel ou si c'était un incendie technique ou en tout cas toujours il a été retrouvé dans les comment on appelle ça, dans les analyses de tout cela, ils ont retrouvé un squelette d'un canidé, d'un chien. Pour eux, ils ont attribué ça à un chien parce que c'est un incendie qui a fait extrêmement rage. C'était très très puissant cet incendie. Il a quand même fallu pratiquement 18 heures pour l'éteindre. Ouais. Donc c'était tous les pompiers de la région qui sont venus. Ils étaient une trentaine de camions de pompiers pour réussir à éteindre ce feu. Ah oui, donc ça a même cramé l'ossature, tout ça, enfin une partie. Les toits brûlés. Ouais. Il est resté en fait dans les photos que je t'ai envoyées, il est resté que le bâtiment en terre. Ouais. Tout ce que tu vois a été reconstruit. Et ils ont retrouvé donc le corps d'un canidé de petit, gros. Très grosse taille. Parce qu'ils ont même demandé au propriétaire, est-ce que vous aviez un chien? Parce qu'on a retrouvé des dents, on a retrouvé un crâne, on a retrouvé quelques os, parce que tu sais très bien que quand c'est très très chaud, les os ne résistent pas à la chaleur. C'est comme l'incinération pour les êtres humains. Tout à fait. Ils vous ont montré les os ou pas? Alors moi j'ai vu les dents. Je me rappelle avoir vu les dents parce que c'est le propriétaire qui en avait gardé une. Et moi j'ai vu la dent et la dent elle faisait 5-6 cm. Donc c'était une belle dent. Ok. C'était un croc ou une molaire? C'était la canine, c'était vraiment la canine. Ah oui, 5 cm et c'est énorme. Oui. Alors, ils ont demandé au propriétaire, justement, est-ce que vous avez un gros chien qui serait mort dans l'incendie ou pas? J'ai dit non, parce que là on a retrouvé, il dit ça fait, il y a des grosses dents, il y a un crâne qu'ils ont assimilé à un canidé. Ils avaient retrouvé aussi quelques parties des os, mais vraiment c'était très cramé. Et ils leur posé la question, est-ce que vous avez un Saint-Bernard? Est-ce que vous avez un Bourbon? Est-ce que vous avez un chien de très très grande taille? Ils ont même parlé d'un Beauceron, des choses comme ça. Ouais. Alors que le propriétaire a bien dit qu'il n'avait pas ce genre d'animaux. Ouais. Donc, alors peu de temps après, il y a eu la station, tout ça s'est arrêté, mais il y a eu quand même une continuation d'enquête de la gendarmerie. Et dans le bas du champ de Petit Coudray, il y a une mare. Et à côté de la mare, il y a une ferme. Il y a une forêt. Et dans cette forêt-là, ils ont retrouvé une tanière. Ah. Un espèce de trou creusé dans le sol, avec plein d'os, des crânes d'animaux. Et dans la rivière qui est à côté, ils ont retrouvé aussi ce genre de squelettes d'animaux. Donc voilà le pourquoi moi je t'ai contacté pour t'expliquer. Et est-ce que tu as vu cette tanière et les os, tout ça? Moi j'y suis allé avec mon petit frère. Honnêtement, on était parti voir, on n'a rien trouvé, on ne sait pas où est-ce que c'était, on a cherché, on n'a pas trouvé. Parce que je pense que, alors d'après les gendarmes, c'est un canular, c'était un canular monté par des gamins qui ont voulu faire croire à une histoire. Bon, ça coïncidait véritablement avec l'histoire que nous on était en train de subir dans le haut du champ, quoi. Oui, ça peut pas être des enfants quand même, parce que là, il y a carrément des disparitions de vaches, de bovins, c'est ça? Des petits veaux, en fait, des veaux, le veau, ça fait 20-30 kilos, quoi, un veau. Ouais, et il y en a eu combien qui avaient disparu? Tu te rappelles? Ah, il y en a dû 2-3. Et est-ce que vous entendez du bruit quand ça arrivait? Alors moi je peux pas, j'ai pas de souvenir par rapport à ça.
C'est vrai que je vais pas demander à mon père, mais c'est surtout les phénomènes de pas, les phénomènes de processus, toujours le même processus pour ouvrir la grange et les portes, tout ça, qui était toujours le même, et vraiment millimétré en fait. C'est comme si c'était une intelligence d'un homme qui était en train de le faire. Bah ouais, surtout pour enlever une barre comme ça, il faut forcément avoir des mains, quoi, des bras, oui. Il faut avoir des mains, et puis même un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, même 10 ans, pouvait pas la soulever. Hein. Parce que c'était vraiment, tu sais, c'était des grandes portes en bois qui faisaient 1,50 m de largeur sur 3 mètres de haut. Donc, quand tu voulais pousser les portes, même un adulte, il faut qu'il se mette entre les deux et qu'il pousse de chaque côté. Ouais. Voilà, ça veut dire une porte dans le dos et les mains une porte dans le dos et les mains en train de pousser l'autre porte pour pouvoir passer. Ouais, C'était vraiment une porte en chaîne très imposante, avec un rail en ferraille qui était au-dessus et qui roulait très peu. En plus, ce que je me rappelle, c'est que c'était très peu graissé. Donc c'était très dur à ouvrir. Ouais, ça... Et il n'y a pas et justement un soir où mon père, justement, avant qu'il y ait l'incendie, mon père a entendu ces bruits-là, puis il a eu ma lumière, et moi j'étais réveillé avec mon petit frère, ma petite soeur, ma grande soeur du moins, et on était réveillés, puis c'était un peu plus tôt, il devait être 22h30, 23h, et tu sais que c'était en hiver cette fois-ci. Ouais. Et mon père allume la lumière, il avait la lampe de poche à pile, ce qu'on appelait la pile nous de l'époque, et il était en train d'éclairer, puis on a vu justement des yeux en face, dans la cour en face, et une apparence. Moi j'ai vu l'apparence et je me rappelle très bien de ça, mais je me rappelle surtout de la couleur des yeux. La couleur des yeux, c'était des yeux marron un peu rougeâtre. Et l'apparence c'était ça faisait 1,80 m et peut-être 70 à 80 kg en prenant l'apparence d'un homme normal. Mais et mon père, sur le coup, pour rigoler, et c'était surtout pour pas qu'on ait peur, dit non, c'est un hibou, c'est un sanglier. Donc beaucoup ont rigolé, mais comment un sanglier peut faire 1,80 m? Ah bah oui, sauf que tu sais très bien qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait les talus. Les talus, c'était un promontoire en terre, et en fait, mon père a dit ouais, c'est certainement un sanglier qui est monté sur le talus, sauf que non, ce qu'on avait vu, moi et mon petit frère, et puis mon père, on avait bien vu cette forme humanoïde d'1,80 m, des yeux marron rougeâtres. Tu étais avec qui exactement, à part ton père? Moi et mon petit frère. Mon petit frère, il s'en rappelle pas, lui, il est trop petit. D'accord. Et ta sœur? Ma sœur, elle a pas vraiment vu, mais j'étais avec eux, parce qu'on s'en était réveillé encore, que c'était en hiver, je crois que c'était aux alentours de Noël, un truc comme ça, il y avait une fête, je sais plus où. Ouais. Mais je te parle de quelque chose qui a plus de 30 ans. Ouais. Faut s'en rappeler. Bien sûr, ouais, je comprends bien, ouais, oui, qu'on comprenne bien, parce qu'après, j'essaie vraiment de resituer tout, et c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans l'envers du décor, donc pour toi, t'as toutes les images en tête, forcément, t'étais dedans, mais des fois, pour nous, ça nous paraît pas forcément évident, et voilà, quoi, mais puis en plus, oui, donc, comme je dis, on dit, ça date, donc il faut se souvenir de tous les détails, tout ça. Et donc, tu as vu, un sanglier d'1,80 m, c'est ça? Un sanglier d'1,80 m debout. Ouais, normal, c'est des choses naturelles, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ça? Alors mon père, je sais très bien que il a vu la chose aussi, puis mon père, lui, il était un peu dans le déni, il dit ouais, on a halluciné, on est arrivé, ça devait être un hibou ou un truc comme ça, c'est une ombre qu'on a vue, peut-être que c'est derrière. Bon, mon père a essayé de relativiser pour pas nous faire peur, en fait, sur le coup, mais je sais très bien que, et je lui en ai parlé la dernière fois, je lui ai dit mais honnêtement, qu'est-ce que t'en penses? Il dit j'en pense pas grand chose, il dit peut-être que c'était le voisin justement qui venait piquer les poules, bon, il est assez cartésien dans sa façon de penser, c'est quelqu'un qui est un peu... Mais un voisin avec un physique de loup-garou? Ouais, c'est ça, c'est ce que je... Avec des yeux rougeâtres, marronâtres? Ouais. Bon, lui, ça c'est mon père, toujours essayé de relativiser les choses. Ouais, j'entends, mais au bout d'un moment, faut pas nier non plus certaines évidences, parce que là, dans tout... Pardon, excuse-moi. Moi aujourd'hui, ce que j'en sais, et j'en suis certain, c'est que c'était un loup-garou qui était là, et que c'est le squelette du loup-garou qu'on a retrouvé brûlé par l'incendie, c'est tout. Oui, parce que tout s'est arrêté.
Bah oui, comme par hasard, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de squelette humain qui ont été retrouvés, donc c'est pas... C'est ça. Et non loin de là, justement, notamment en Bretagne, il y a une très grande forêt qui est très connue et qui s'appelle la forêt de Brocéliande. Oui. Et donc, moi, j'en ai parlé un petit peu avec toi, et je pense que cette bête, il avait vraiment faim, et puis il fallait qu'il... Oui, parce que si tu arrives à discerner, bon, c'est très approximatif, hein, j'imagine bien, 80 kilos pour 1m80, c'est que il est en état de famine, parce que c'est beaucoup plus lourd, un loup-garou, ça pèse entre 100 et 200 kilos, surtout que s'il fait 1m80, il est peut-être pas tout à fait adulte non plus, parce que ça mesure en moyenne 2 mètres, voire un peu plus. Donc, si plutôt fin, c'est qu'il devait être en état. De toute façon, quand les loups-garous s'approchent des villages, c'est que généralement ils ont très faim, sinon ils le font pas. Donc voilà. Alors c'était vraiment, de toute façon, là où était retrouvée la tanière d'après la gendarmerie, et justement, je lance un appel à ces gendarmes de l'époque, peut-être qu'il y en a un qui pourra peut-être venir confirmer ce témoignage que je donne aujourd'hui. Ça sera super. Ça serait un vieux gendarme quand même, il arrive à au moins 70 ans déjà. Bah oui, tout à fait. Mais ouais, il y en a qui sont encore vivants. Bon, après, il faudrait qu'ils tombent sur Loup-garou France. Il y a peu de chance parce que les gens généralement s'intéressent pas aux loups-garous malgré le sérieux de l'histoire. Mais ouais, c'est très intéressant tout ça. Et cette tanière-là, elle est à combien de mètres environ de votre maison? C'est simple, le champ il doit faire ça doit être 1 kilomètre à tout casser, ouais. Vraiment à tout casser. Et vous savez... Justement, cette tanière, elle était à côté de la petite mare. En fait, j'ai envoyé des photos satellites, tu verras. Oui. Il y a une forêt avec une petite mare, et cette tanière était à côté de la petite mare, et de la rivière. Oui, ils vous ont pas parlé de la profondeur de la tanière, parce qu'une tanière de loup-garou, ça peut faire, de loup tout court même d'ailleurs, ça peut faire plusieurs mètres de profondeur. Alors ils en ont pas parlé, ils en avaient pas parlé, c'était l'époque, et tu vois, c'était même passé dans une gazette, j'ai essayé de rechercher une gazette, alors je sais pas si c'était dans Ouest France ou l'hebdomadaire du 35, ouais. Je sais pas dans quelle gazette c'était passé, s'il y a quelqu'un qui peut le retrouver, ça serait super, parce que ça permet d'appuyer ce témoignage, oui. Et justement, et cette tanière, justement, la conclusion finale de la gendarmerie, c'est un canular fait par des enfants. Ouais, oui, ça tient pas du tout avec ce que tu expliques et puisque ce que vous avez vécu. Parce que les enfants, ça crée pas des tanières en mettant des os dedans et puis, et tout le reste. Quand même, nous, en tant qu'enfants, je me rappelle, on était super traumatisés d'entendre les bruits de pas. Moi, je me rappelle de ça, d'entendre ces bruits de pas la nuit qui étaient des pas lourdeaux. C'était pas les pas, en plus, je peux le dire, c'était pas vraiment les pas d'un homme. C'était vraiment des pas un peu lourdeaux, un peu, je dirais, peut-être des pas désordonnés, si tu veux, des pas qui n'ont pas le même rythme. Et tout à fait, ouais. Il cherche comme s'il cherchait quelque chose. Tout à fait, exactement. Qu'est-ce que le propriétaire faisait quand il voyait ces animaux disparaître? Alors lui, il appelle la gendarmerie, lui de toute façon il disait ouais c'est un voisin, je mettrai la main dessus, il a jamais mis la main dessus. Parce qu'il passait pas du temps la nuit pour essayer d'identifier le potentiel personnage? Il l'a fait, mais il ne trouvait jamais rien. Puis ça tombait, lui il tombait toujours dans les nuits où il n'y avait jamais ce phénomène qui se passait en fait. Oui, le loup-garou sentait sa présence, puis il devait sentir aussi l'odeur de la poudre, de son flingue s'il en avait un. Je pense qu'il y est armé ou pas? Il avait la carabine 22. Ouais, j'imagine, qu'il n'ait pas les mains nues comme ça, quoi. Ouais, très intéressant. Mais écoute, en tout cas, si tu as des infos par rapport au papier qui était sorti dans un journal, ça peut être toujours intéressant pour... Je ne sais plus si c'est l'hebdomadaire du 35 ou le Ouest France. T'as fait des recherches, toi? J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Bon. J'ai cherché de mon côté, et je sais que l'archivage Ouest France, c'est pas après 90, donc c'est bien dommage. Donc, avant 90, on n'arrivera à rien trouver avant 90 sur l'archivage de Ouest France. Ouais. Et puis, est-ce que c'était une gazette locale? Alors, je sais même plus comment ça s'appelle, la gazette locale de Montauban de Bretagne. Oui. Mais voilà.
ton père, ton père, tu lui en as reparlé dernièrement de tout ça? Non, ça on en avait parlé il y a quoi, quand il était venu, donc il y a un mois et demi. Oui, d'accord. Et tu as... Une conversation en fait. Comment? C'est venu qu'en fait comme ça dans une conversation, t'es en train de manger à table et puis je me suis mis tiens, et puis il y a eu un truc qui est passé à la télé et puis il y avait un loup-garou. J'ai dit tiens justement on n'aurait pas eu un loup-garou papa à tel endroit là. Et puis là on a commencé à parler d'histoire. Il dit ouais ben alors eux ils attribuaient ça, bizarrement ils attribuaient ça à un bonhomme quoi. La même chose que le reportage dans la maison de l'oncle. Bah oui, les gens pensent jamais à un loup-garou au départ, c'est normal. Surtout un loup-garou, les gens croient que c'est une fiction, donc bah ouais. Alors qu'il y avait eu des phénomènes de loup-garou assez connus sur la ville de Rennes en 1835. Ah ouais, de toute façon il y en a eu partout. Mais ton père est ouvert à l'idée que ça pourrait être un loup-garou ou il est hermétique à ce genre d'idée? Je pense qu'il en est hermétique. Il y est hermétique parce que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il est très cartésien dans ses pensées. Donc déjà même, on peut même parler de tout, même de religion avec lui. Il croit pas en fait, il croit en rien. D'accord. Il croit en rien, c'est quelqu'un qui vit sa vie avec. En fait, c'est un épicurien de la vie, c'est-à-dire qu'il joue, il se fait plaisir avec ce qu'il a, ce qui brille, il est content avec, mais puis ça va pas plus loin en fait. Il va pas aller chercher le discernement plus loin. Même si même on veut parler de religion, ça serait la même chose pour lui. Voilà, Jésus, c'est un mec qui est parti à la croix, puis c'est tout quoi. Ça reste là. C'est un exemple que je donne. Ouais, non, mais j'entends. Merde, ça c'est con, surtout pour Jésus, plus que pour le loup-garou. Mais oui, s'il croit en rien, ça veut dire que rien n'existe alors, du coup. Pour lui, c'est ça. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, ouais. On a même parlé avec le petit frère, mais le petit frère se rappelle de rien. Lui, il dit ouais, il y avait du bruit, c'est tout. Et encore. Mais moi, je me rappelle que j'étais assez traumatisé de ça. La nuit, on entendait marcher. Même ma grande sœur, j'en ai reparlé. Elle était sur une autre chambre, donc elle n'entendait pas. Mais c'est vrai que nous, moi et mon petit frère, on l'entendait véritablement. Tu es né en quelle année? Moi, je suis né en l'an de grâce 1980. Ouais, donc t'avais donc 6 ou 7 ans, alors tu... Voilà, effectivement. On avait 9 et mon petit frère, mon petit frère, on a 18 mois d'écart, donc lui, il en avait 6. Ouais. 18 mois d'écart? Ouais, peut-être 5-6 du coup, ouais, ok. Bah ça rajeunit pas tout ça! Non, ça nous fait vieux, mon cher ami. Très bien, bon, en tout cas, c'est très intéressant et t'as quand même été finalement assez... bon, pas témoin oculaire de tout, mais quand même, tu as pu voir, entendre, mais voir la bête, pas dans le détail, mais quand même un physique particulièrement singulier. Tout à fait. Merci beaucoup. De toute façon, cette histoire-là, vraiment, je pense que j'espère qu'il y a certaines personnes qui pourront approuver et encore étayer ce témoignage, que sur la commune de Montauban-Bretagne, ça a été vraiment en montant une plaie, en fait, une plaie pour la commune en elle-même. Donc, de toute façon, j'ai déjà eu plusieurs témoignages qui ne sont pas sur Loup-garou France, mais plusieurs personnes m'ont parlé aussi de loup-garou en Bretagne également, puisque de toute façon il y en a partout en France. Quand on me dit à chaque fois, il y a des loups-garous dans ma région, je leur dis, ben oui, il y en a partout en France, donc arrêtez de me demander où il y en a partout. Mais c'est vrai, même s'il y a une dominante dans l'Est et dans le Sud-Est, il y en a aussi en Bretagne également, tu vois. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner, et tu retrouveras ce témoignage d'ici quelques mois sur Loup-garou France. Très bien. On se dit à bientôt. Merci beaucoup, Morgane. Bonne journée. Salut. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir. On travaille toujours activement, et ce, grâce à vous, et notamment grâce aux contributeurs. Vous avez le lien PayPal qui s'affiche ici. Vous pouvez faire une petite participation active. Ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça m'aide concrètement en ces temps compliqués pour vous, compliqués pour moi aussi, mais voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, je vous le dis souvent, vous le savez, on est tous dans le même bateau, aidons-nous les uns les autres. Moi je pense faire ma part en vous apportant du contenu qui peut-être vous évade un petit peu
de ces temps difficiles. Donc aidez-moi à continuer à vous faire rêver, si je puis dire, même si c'est pas un rêve, c'est bien la réalité. Voilà. Merci en tout cas aux contributeurs. C'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer cette aventure-là. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Vous étiez sur Loup-Garou France.